Je vais vous présenter une petite synthèse des travaux qui ont été réalisés. On a parlé beaucoup de dégustation depuis ce matin. Et dans le cadre de l'UMT Viniterra, en effet, on a travaillé sur différentes méthodes d'évaluation et de caractérisation des vins et de leur typicité sensorielle. Et je vais essayer, en ces 12 minutes que l'on m'autorise, de vous présenter les résultats de nos travaux. Pourquoi caractériser des vins? Tout simplement parce que c'est un produit qui, par essence, est là pour être bu. Et dans toute la vie du produit, vous êtes amené à les déguster. Ça commence au chai, quand vous êtes en train de vinifier, vous avez vos dégustations de contrôle. Alors je ne vais pas parler de ces dégustations-là, mais ensuite on va être amené aussi à différents moments à caractériser ces produits pour les positionner par rapport à la concurrence. Certains d'entre vous font des expérimentations, aussi bien dans vos exploitations que dans les centres techniques. Et il y a des fois, on a aussi besoin d'objectiver l'impact de ces pratiques viti-œno que l'on teste sur les caractéristiques organoleptiques. On a parlé des agréments. Là encore, il y a des caractérisations qui peuvent être faites lors des concours. On n'a pas parlé beaucoup, à part Frédéric Jourjon, des consommateurs, mais là aussi, quand on demande l'avis à des consommateurs sur ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, on peut être amené à vouloir caractériser ce qu'ils ont aimé ou ce qu'ils n'ont pas aimé. Et puis plus largement, et là aussi plusieurs d'entre vous en ont parlé, il y a un moment, il va falloir communiquer à ces consommateurs les caractéristiques de ces vins. Et pour ce faire, il peut être intéressant d'objectiver. Et à ce moment-là, on a besoin d'outils pour objectiver. Frédéric a parlé de différents niveaux de loupe quand on rentre sur la mouche. Là, je parlais de mouche, je vais parler de vin. Mais on a besoin, en effet, de ces outils de caractérisation pour objectiver les caractéristiques. Alors, on a travaillé sur différents types de méthodes. Et aujourd'hui, je vais uniquement vous présenter celles qui sont relatives à des méthodes utilisables par les professionnels. On peut vous parler des panels experts, ceux qu'on utilise dans nos laboratoires, on pourrait parler des consommateurs. Je vais uniquement m'intéresser à des méthodes qu'on a testées, validées, adaptées pour les professionnels, pour que vous puissiez les réapproprier dans vos entreprises ou dans les syndicats et autres moments où il y a des dégustations qui ont lieu. Et je vais vous parler à la fois de méthodes, en opposant un peu deux types de méthodes, à la fois des méthodes assez dirigistes, dans lesquelles vous allez voir, on va utiliser un carcan avec des descripteurs, avec des attributs, et puis des méthodes beaucoup plus libre ou beaucoup plus spontané. Je vais vous parler de profil conventionnel, du profil libre, de la description libre, du napping, et puis je vais vous parler de méthodes qui en découlent, le profil mixte et le profil ultra flash. L'idée pour moi est que vous voyez un petit peu que ça c'est à votre disposition et que chacune a des avantages, des inconvénients en fonction des questions que vous vous posez. Le profil conventionnel, c'est celui que vous utilisez tous. Généralement, quand vous faites des dégustations, que vous avez une fiche et que tous les dégustateurs utilisent la même fiche pour évaluer les produits. Ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est que, ayant tous dégusté et évalué l'ensemble des descripteurs, on va pouvoir faire des analyses statistiques poussées, des analyses de la variance, qui vont nous permettre, pour chacun des vins, ici de P1 à P10, à identifier quels sont les produits qui sont significativement différents les uns des autres. Parce qu'en effet, quand vous faites une expérimentation, vous voulez savoir est-ce qu'il y a un impact significatif sur le produit. Et donc, avec ce type d'analyse, vous avez la réponse à cela. Et puis, parallèlement à cela, on peut aussi avoir l'envie d'une approche un peu plus globalisante dans laquelle on va regarder les caractéristiques générales d'un produit et de plusieurs produits, leurs similitudes et leur dissemblance. Ici, P1 et P2, par exemple, qui sont des produits qui sont plus vers l'herbe coupée, à l'opposé, les produits P9 et P10 qui sont plus sur la persistance, l'intensité en couleur, etc. Et là, on a l'intérêt, en effet, d'avoir à la fois une approche très précise, par les analyses statistiques, mais également une version un peu plus synthétique qui permette de positionner un ensemble de produits les uns par rapport aux autres. L'inconvénient de ce profil que vous utilisez régulièrement, c'est la non-exhaustivité. Parce que l'expérimentateur, celui qui va organiser la dégustation, à un moment va faire un choix dans les descripteurs qui vont être imposés aux dégustateurs. Et imaginez qu'il ait oublié une dimension sensorielle. Eh bien, si on ne lui pose pas la question, est-ce que ce vin est boisé, on ne va jamais le retrouver à la fin. Et donc, il y a une limite dans ces fiches imposées qui est la non-exhaustivité des attributs. Alors, c'est pour ça que le profil libre existe. Alors, le profil libre, par définition, c'est un profil plus libre que le précédent, où tout simplement, au lieu d'avoir une liste d'attributs imposés, eh bien, le dégustateur choisit ses propres mots. Jean-Paul va utiliser végétal, framboise et astringent, et Marc va utiliser l'acidité, les fruits rouges et herbacées. Et en fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut. La seule chose, c'est qu'une fois qu'il a choisi sa liste, ils vont quand même avoir à caractériser l'ensemble des vins. L'inconvénient de cette méthode, c'est que je n'ai pas ce que j'avais précédemment. C'est que je ne peux pas avoir une analyse très pointue de la significativité de différence entre les différents produits. Par contre, je vais à nouveau pouvoir avoir, et ça c'est intéressant, une approche exhaustive cette fois-ci, parce que là, il y a peu de chances que j'oublie une dimension sensorielle, puisque chacun ayant utilisé son propre vocabulaire, je ne vais pas oublier de dimension sensorielle. Donc je vais retrouver des proximités de produits,
un peu comme tout à l'heure. Et puis, je vais pouvoir venir projeter tous les mots mis par les dégustateurs. Et ici, si je prends par exemple les notes relatives au végétal, eh ben, on retrouve que le juge 4 a dit végétal, le 8 a dit herbe coupée, le 5 a dit végétal et poivron, etc. Il y a quand même une petite complication, évidemment, dans l'analyse, c'est que là, j'ai sélectionné pour vous, les descripteurs. S'il y a 15 juges qui ont chacun mis 5 descripteurs, j'ai 75 mots à mettre sur cette nappe, sur cette représentation. Donc ça nécessite un petit peu d'expertise pour trier l'information et que vous ayez l'information au final. Mais ça permet rapidement et de manière exhaustive d'avoir accès à l'ensemble des caractéristiques des produits. Alors du coup, comme je vous ai dit, il y a des avantages, des inconvénients sur ces deux méthodes. Actuellement, on est en train de travailler dans le cadre de l'UMT Viniterra sur une nouvelle méthode qui est finalement le mixte des deux. Le profil conventionnel, avec une liste de descripteurs qui est imposée, et puis au final, on vous dit, ben ouais, mais bon, s'il vous manque un attribut, autant que vous le mettiez. Et donc le sujet est amené à évaluer. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on retrouve l'intérêt d'une analyse pour les descripteurs qui sont communs, une analyse approfondie, et puis on laisse une part de liberté qui nous permet de ne pas oublier de dimensions sensorielles. Et donc si on reprend cette carte-là qu'on avait tout à l'heure, eh ben, imaginons que le boisé, on ne l'ait pas mis, eh bien, vous allez voir que le produit 6, par exemple, peut se retrouver représenté avec le descripteur boisé qui le caractérise. Et donc ça peut laisser un petit peu de latitude, avec certes ces fiches qui sont figées, mais en laissant la possibilité au dégustateur de rajouter et d'exploiter ces commentaires et ces notes qu'il va rajouter à la fin. Ici, j'étais dans une approche qui était relativement fermée, puisque j'impose un petit peu ces descripteurs, et voire même l'obligation de noter sur des échelles. On est parti du principe aussi, par ailleurs, que dans votre métier, vous êtes amenés tous à décrire les vins, à en parler. Et que finalement, ne serait-ce que dans ces mots que vous utilisez, il y a un potentiel de caractérisation. Vous faites souvent des dégustations au sein des équipes, dans les différentes entreprises, où vous avez pris tous vos concurrents, puis vous avez juste fait des commentaires de dégustation. Et bien même là, on voulait voir s'il y avait un potentiel de caractérisation. Alors on a mis au point une méthode qui est toute simple, ça s'appelle la description libre. On vous demande, pour chacun des mots, pour chacun des vins que vous avez là, merci de décrire avec vos propres mots. C'est une odeur végétale avec une pointe de fruits noirs, une astringence prononcée, renforcée pour son acidité, une longueur aromatique. Bon, typiquement les commentaires que nos collègues œnologues savent si bien faire. Et encore là, c'est pas très imagé, j'en conviens. Une fois qu'on a ça, on va faire une analyse du vocabulaire et on va construire un tableau pour faire une analyse statistique. Imaginons, pour P1, il y a 12 sujets sur les 15 qui ont dit quelque chose relatif à végétal herbacé. Pour P9 et P10, vous voyez, il y a un peu plus de sujets qui ont dit que c'était acide, que c'était astringent. Pour le P3, il y a 13 sujets sur les 15 qui ont, qui ont mentionné Brett, qui ont mentionné animal, etc. Une fois qu'on a ce tableau de contingence, on peut à nouveau, à l'instar de ce que j'ai fait tout à l'heure sur le tout premier slide, faire une analyse statistique qui va nous permettre de savoir est-ce que c'est significatif ou pas. Parce que souvent, quand on fait de la recherche, on aime bien savoir si c'est significatif. Et donc ici, on va voir que le produit P1 est significativement plus végétal. Il y a significativement plus de sujets à avoir mis que c'était végétal. Et ainsi de suite pour l'ensemble des produits. Donc là, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir approfondir et à partir uniquement des commentaires de vos dégustations, essayer de mettre en exergue les caractéristiques des vins et des différents vins. Vous avez vu que j'aime bien les graphiques de synthèse. On peut également faire un graphique de synthèse qui s'appuie sur ce tableau-là et on va à nouveau voir apparaître que le produit P3 est animal, le produit P1 et P2 sont végétales. Ça, c'est un tableau, ce graphique-là est construit à partir de ce tableau-là qui montre un peu les proximités à nouveau entre les mots utilisés par les professionnels et les caractéristiques des produits, et les vins, pardon. Et puis, il y a encore un moment, là je suis encore dans un carcan. Je vous impose à donner des mots. Or, dans le savoir évalué dont parlait tout à l'heure François, il y a évidemment le problème du mot, de la verbalisation des sensations. Alors Patrick, tout à l'heure, vous disiez qu'en effet, les sujets parfois ne perçoivent pas les choses de la même manière, etc. C'est bien un problème. Ça n'empêche qu'au final, quand vous avez des vins devant vous, on est tous capables de dire qu'ils sont plus ou moins proches, plus ou moins différents. Et bien dans certains cas, il y a une méthode qui a été mise au point, qui s'appelle soit le napping, soit le tri-libre. C'est deux méthodes un petit peu différentes, où on va tout simplement demander au sujet de, sans chercher à mettre de mots, tout simplement, vous prenez les produits, vous mettez ensemble ce qui est proche, vous séparez ce qui est différent. On n'a pas besoin de verbaliser. Et puis dans le cadre du napping, dans un cas le tri libre, vous faites juste des groupes. Dans le cas du napping, vous venez projeter ça, mettre ça, vous les disposez sur une nappe, et plus c'est proche, plus les produits sont proches, plus ils sont différents, et plus ils sont loin. Jusque-là, ça va. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est à nouveau une carte. Une carte qui va nous dire que P1 et P2 sont visiblement, pour l'ensemble des dégustateurs, relativement proches, etc.
Et là, l'avantage, c'est qu'on n'aura pas eu besoin de verbaliser. C'est-à-dire que si deux vins sont proches, mais sont différents, mais peut-être qu'on n'a pas le mot, on n'a pas le verbe pour dire en quoi ils sont différents, sensoriellement, on est quand même capable de les séparer. Et donc, on n'a pas obligation de commenter ça. Alors évidemment, à chaque fois, c'est frustrant aussi, parce que faire ça, ce qui est très rapide, très intuitif, donc ce qui peut être intéressant dans certaines problématiques de certaines entreprises, faire ça, donc qui est très rapide, il y a quand même la frustration derrière de vouloir mettre des mots. Alors du coup, il existe le profil ultra flash, qui est tout simplement de dire « Ok, vous avez fait des groupes, maintenant pouvez-vous décrire chacun des groupes ?» Alors on va faire ça, c'est-à-dire que par exemple P1 et P2, vous avez commencé à comprendre qu'ils étaient un peu végétal et herbacés, c'est ce que nous a dit ce sujet-là, et puis que P9 était astringent, longueur en bouche. Et donc sur la carte précédente que j'avais faite, je peux venir maintenant m'amuser à rajouter les commentaires mis par les dégustateurs, et vous vous attendez au résultat. P1 et P2 sont plus végétales, le P8 qui était violette au tout début devient floral, et puis P10, P9, astringent et longueur. Et donc, certes, on a construit la carte sans se poser la question, sans demander aux gens de verbaliser, ce qui change un petit peu la donne, mais on peut se donner quand même l'autorisation, éventuellement, de rajouter des commentaires dans un deuxième temps. Voilà. Avec tout ça, vous avez du potentiel pour faire différentes approches de caractérisation. Alors après arrive une question, cette question de typicité sensorielle. On a également testé, et alors c'est vrai que mon intervention arrive après celle de Yves Cadeau, mais on a essayé de tester quelque chose pour objectiver une typicité ou des typicités sensorielles. Je ne vais pas rentrer dans ce débat maintenant, mais en tout cas pour essayer de donner un peu de sens dans la diversité des expressions sensorielles au sein d'une appellation. Et pour ce faire, on est parti d'une question toute simple. Est-ce que c'est un bon exemple d'un vin de cette appellation ? Ça avait été testé sur des vins de cépage au départ, et donc dans les travaux de Lucie Perrin au GRAP et puis les travaux d'Yves Cadeau à l'INRA, dans le cadre de l'UMT, eh bien, on a essayé d'adapter cette méthode, de la tester sur les vins d'appellation, en disant tout simplement, ben voilà, on vous donne des vins, est-ce que c'est un mauvais exemple d'un Anjou Village Brissac et c'est un bon exemple. C'est ça qu'une partie des résultats qu'il vous a présentés est basée sur cette approche-là. Et ce qui est intéressant dans cette question-là, c'est que finalement, on teste le consensus dont ils nous ont parlé. On a interrogé le groupe humain de référence, on a pris des gens de l'appellation qui normalement ont un savoir évalué, et on leur a demandé cette question-là. Et là, on peut tester, c'est ce que Yves vous a montré tout à l'heure, qu'il y a ou pas un consensus sur une des typicités, avec éventuellement des sujets qui perçoivent, comme l'a montré Yves également tout à l'heure, les choses un peu différemment. Ce qui peut amener dans la discussion. Je ne suis pas là pour dire c'est la typicité, mais au moins si après les acteurs sont mis autour de la table avec ces résultats-là, ils peuvent éventuellement se les approprier et dire bah tiens oui moi c'est vrai, je suis désolé, je considère que ça aussi c'est typique, etc. Ça peut être des éléments pour la discussion au sein de l'appellation. Alors parce que derrière on peut s'amuser aussi à classer, c'est-à-dire qu'il y a des... Cependant, alors François ce matin vous avez dit c'est soit typique, soit pas typique. Dans ce qu'on a abordé tout à l'heure, on ne l'a pas fait comme ça. C'est-à-dire que nous, on a une échelle linéaire en disant ben, y a des trucs, certains peuvent dire bon, je ne sais pas trop si c'est typique ou pas. Et au final, de toute façon, quand on va faire la moyenne, on va avoir des choses qui ne sont pas typiques, des choses moyennement typiques et des choses qui, là aussi, peuvent être intéressantes dans la discussion en disant visiblement, pour le consensus, il y a des bons exemples, il y a des moins bons exemples, et dans les questions de formation, etc., c'est des éléments qu'on pourrait également apporter. Après, on peut aussi chercher à caractériser cette typicité, ou ces typicités, en utilisant à nouveau les outils dont on a parlé tout à l'heure, le profil conventionnel, tout simplement. On repasse les vins et on demande sur l'astringence, sur le végétal, sur ceci, mettez l'intensité. Et l'échelle que vous a présentée tout à l'heure Yves Cadeau, c'est celle-ci, c'est ce qu'on appelle l'échelle JAR pour Just About Right. C'est tout simplement une autre manière de poser la question, un peu plus subjective. C'est avec ça qu'il a construit son échelle idéale, ce vin idéal. C'est on passe le vin et on demande, eh bien écoute, pour un vin d'Anjou Village Brissac, est-ce que tu trouves que ce vin-là que je te fais déguster, il est pas assez astringent, trop astringent ou juste bien? Et ainsi de suite sur l'ensemble des descripteurs. Et donc c'est avec ça qu'il construit le vin idéal dont il vous a parlé tout à l'heure. Alors une fois qu'on a ces caractéristiques, on peut faire le lien entre cette note de typicité et puis les caractéristiques sensorielles, à savoir que dans les études qu'on a fait sur Anjou Village Brissac, c'est ce que le résultat que vous a montré tout à l'heure Yves, c'est que les produits ont tendance à être, les produits les plus typiques ont tendance à être plus astringents dans la persistance, avec l'intensité de la couleur qu'il avait mentionné tout à l'heure, à l'opposé des produits qui étaient excessivement boisés, avec des notes herbes coupées animales, ont été jugés comme étant moins typiques. Voilà, vous avez à votre disposition ces outils pour travailler sur la qualité, la caractérisation de vos produits et de leur typicité sensorielle. Alors, si je m'amusais à résumer, je pourrais faire un tableau un peu barbare comme ça,
où je reprends un petit peu les avantages. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'en fonction de vos questions, en fonction de vos problématiques, vous pouvez adapter, en fonction de vos moyens aussi. Parce qu'on citait les juges. Alors évidemment, Marc, il a travaillé avec plein de sujets. Ça n'empêche qu'il continue à faire de l'analyse sensorielle. Donc je pense que quand même, il y a de la valeur aux données sensorielles. Après, il faut le faire correctement, il faut se poser des questions. Et je pense qu'au-delà d'aller reprendre ce tableau-là, ce que je voudrais, c'est que vous ayez bien conscience que ces méthodes-là sont au service de vos problématiques et qu'elles sont là, ces outils de caractérisation, pour répondre à vos questions de caractérisation. Avant de terminer, je veux juste ressouligner ces points-là. Ce n'était pas l'objet de ma présentation, mais je pense que c'est important, et au vu des discussions qu'on a eues préalablement, c'est important de les souligner. Certes, c'est bien d'avoir des méthodes. Et Frédéric, vous l'avez aussi justifié, resignalé. La formation des sujets est capitale. Nous sommes différents sensoriellement, c'est un fait. Ça n'empêche qu'il est bon aussi que vous vous connaissiez. Moi, je sais que je ne suis pas sensible à l'amertume. Par contre, sur d'autres descripteurs, je n'ai pas de problème. Et un tel va être plus ou moins sensible. C'est important de se connaître et de connaître aussi les dégustateurs avec lesquels vous travaillez. Les conditions de dégustation, le nombre de dégustateurs, ça fait écho aussi à ça. Si nous sommes différents, plus on sera nombreux, ça n'empêche. Quand il y a 12 personnes qui sont là, si sur les 12, il y en a 8 qui ont dit qu'il y a un goût animal, il y a un moment, je peux peut-être leur faire confiance. Les ordres de dégustation, l'échantillonnage des produits, l'annonce, un certain nombre de choses qui sont bien connues en analyse sensorielle, qui de plus en plus sont intégrées dans la filière et dans les dégustations, et ça je pense que c'est un élément qui est important à prendre en compte. Il me reste à vous remercier de votre attention, remercier nos financeurs et également remercier, parce qu'évidemment tout ce boulot-là de dégustation n'a de sens que si vous participez à nos dégustations, donc à remercier tous les professionnels qui ont participé à nos dégustations. Merci. Merci. Merci Ronan Simoneau.